On raconte qu'au Japon, un enfant exilé dans un temple est devenu l'un des plus grands guerriers de toute l'histoire. Un prodige si rapide, si brillant, si redouté, qu'il a aidé à renverser un empire. Mais au sommet de sa gloire, cet homme n'a pas été tué par ses ennemis. Il a été trahi par son propre frère. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Minamoto no Yoshitsune n'est pas un yokai. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un esprit. C'est un homme qui a réellement existé et dont la vie ressemble pourtant à une tragédie surnaturelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on quitte un instant les créatures, les esprits et les légendes purement monstrueuses pour parler d'un nom qui traverse toute l'histoire du Japon comme une ombre héroïque. Minamoto no Yoshitsune. Si tu aimes les histoires sombres, les légendes japonaises, les guerriers tragiques et les récits qui finissent mal, abonne-toi, lâche ton like et dis-moi en commentaire si tu connais déjà ce nom. Parce qu'après cette histoire, tu vas comprendre pourquoi Yoshitsune est devenu une figure presque mythique. Installe-toi, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un enfant traqué, d'un entraînement devenu légendaire, des batailles impossibles et d'une fin si tragique qu'elle a marqué le Japon pendant des siècles. D'abord, qui est Yoshitsune? Avant toute chose, il faut être clair. Minamoto no Yoshitsune n'est pas un yokai. C'est un personnage historique japonais, né en 1159 à la fin de l'époque Heian. Il appartient au puissant clan Minamoto, rival direct du clan Taira, dans une période où le Japon est déchiré par la lutte de pouvoir. Mais Yoshitsune n'a pas grandi comme un prince victorieux. Au contraire, quand il était encore très jeune, son père, Minamoto no Yoshitomo, est vaincu et tué après la rébellion de Enji. Le clan Minamoto est écrasé et l'enfant Kei Yoshitsune devient alors l'un des survivants d'une famille brisée. À cet âge-là, il ne s'appelle pas encore le grand Yoshitsune que l'histoire retiendra. Dans sa jeunesse, on le connaît surtout sous le nom de Uchiwaka Amaru. Un enfant noble, oui, mais un enfant vaincu. Un enfant qu'on écarte du pouvoir, un enfant qu'on pense pouvoir oublier. Et c'est justement là que sa légende commence. L'enfant du temple. Après la mort de son père, le jeune Uchiwaka Amaru est confié au temple de Kurama, près de Kyoto. L'idée est simple, loin des champs de bataille, loin des intrigues, et ne représentera plus une menace. On l'imagine destiné à une vie religieuse, discrète, silencieuse, presque effacée. Mais l'enfant n'est pas fait pour disparaître. Dans les récits populaires, Yoshitsune refuse le destin qu'on lui impose. Il ne veut pas devenir un moine. Il ne veut pas vivre à genoux pendant que le nom de sa famille a été piétiné. Il grandit avec une absence, avec une humiliation, avec une dette de sang au-dessus de sa tête. Plus les années passent, plus l'image du garçon fragile commence à se fissurer. L'entraînement entre histoire et légende. C'est ici que l'histoire réelle et le folklore japonais commencent à se mélanger. Historiquement, on sait que Yoshitsune a passé la jeunesse à Kurama avant de fuir vers le nord, vers Irezumi, où il fut accueilli par Fujiwara no Hidehira. Mais autour de cette jeunesse, le Japon a construit quelque chose de bien plus grand qu'un simple apprentissage militaire. La légende raconte que le jeune Uchiwaka Amaru aurait reçu un entraînement secret dans les montagnes de Kurama et que ses maîtres n'étaient pas des simples hommes. Selon le folklore, il aurait appris l'art du combat auprès des Tengu. Je vous mets la miniature de la vidéo des Tengu si jamais vous voulez la voir. Les Tengu sont des êtres surnaturels des montagnes japonaises, souvent liés aux arts martiaux, à l'orgueil, à la guerre et à une forme de puissance presque divine. Dans certaines versions, ce sont eux qui lui auraient enseigné la vitesse, l'agilité, la stratégie, les mouvements impossibles, qui feront plus tard sa renommée. Yoshitsune n'est pas un yokai, mais son histoire est tellement extraordinaire que le peuple japonais a fini par lui ajouter un aura surnaturel. Comme si un simple homme ne suffisait pas à expliquer ce qui allait devenir. La fuite et la reconstruction. Vers l'adolescence, Yoshitsune quitte Kurama. Il part pour Irezumi, au nord sous la protection de Fujiwara no Hidehira, un puissant seigneur régional. Et pendant un temps, il disparaît presque
les grandes chroniques. C'est un détail très important parce que les sources historiques sur Yoshitsune ne couvrent en réalité qu'une partie relativement courte de sa vie publique. De sa apparition aux côtés de son demi-frère Yoritomo jusqu'à sa mort en 1189. Le reste, surtout sa jeunesse, a laissé beaucoup d'espace à la légende. Et surtout, c'est dans les zones d'ombre que naissent les plus grands mythes. Le Japon en guerre. Pendant ce temps, le pays brûle. Le conflit décisif oppose Minamoto au Taira, ce qu'on appelle la guerre Genpei, un affrontement majeur qui se déroule de 1180 à 1185. Cette guerre va décider qui dominera le Japon et elle ouvrira la voie au futur gouvernement militaire des shoguns. C'est dans ce contexte que Yoshitsune rejoint enfin son demi-frère aîné, Minamoto no Yoritomo. Yoritomo, lui, est un chef politique, calculateur, ambitieux, futur fondateur du shogunat de Kamakura. Yoshitsune, à l'inverse, devient l'épée brillante, le génie militaire, le combattant flamboyant. L'un construit du pouvoir, l'autre gagne des batailles. Pendant un temps, ils sont du même côté. Le duel avec Benkei. Impossible de raconter Yoshitsune sans parler de Benkei. Dans la tradition japonaise, Benkei est le moine guerrier colossal. Une force de la nature, une figure presque inhumaine, tant sa puissance impressionne. La légende la plus célèbre raconte qu'il défiait les passants pour leur prendre leur sabre, jusqu'au jour où il tombe sur le jeune Oshikawa Maru, sur le pont de Gojo à Kyoto. Benkei pense affronter un adolescent de plus, mais le combat tourne à l'humiliation. Face à lui, Yoshiwaka Maru bouge trop vite. Il saute, esquive, frappe avec une grâce presque irréelle. Benkei le colosse est vaincu. Et à partir de ce jour, il devient le fidèle serviteur de Yoshitsune. Historiquement, la relation entre Yoshitsune et le Benkei appartient en grande partie à la tradition héroïque. Mais dans l'imaginaire japonais, elle est inséparable de son mythe. Le géant et le prodige, la force brute et la vitesse divine, deux figures qui avancent désormais ensemble vers la guerre. Yoshitsune, le stratège impossible. C'est pendant la guerre de Genpei que Yoshitsune explose vraiment dans l'histoire. Il devient l'un des grands artisans des victoires du clan Minamoto contre les Taira. Les sources retiennent surtout qu'il a joué un rôle décisif dans plusieurs campagnes majeures, et dans son frère Yoritomo à prendre l'avantage décisif. Dans les récits, Yoshitsune apparaît comme un commandant audacieux, imprévisible, brillant, pas seulement un guerrier courageux, un stratège. Un homme capable d'attaquer là où personne n'oserait. D'utiliser le terrain, la surprise, la vitesse, la peur. Parmi les épisodes les plus célèbres, on retient notamment ses actions lors de la campagne d'Ichi no Tani, de Yashima et de Danomura. La bataille navale qui met fin à la puissance des Taira en 1185. Et c'est là que son destin bascule, parce qu'un homme qui accumule trop de gloire devient parfois plus dangereux pour ses alliés que pour ses ennemis. Le frère commence à craindre son propre héros. Une fois les Taira presque détruits, Yoshitsune devrait être célébré, honoré, récompensé. Mais à la place, quelque chose se brise entre lui et Yoritomo. Les raisons exactes sont complexes et mêlent politique, méfiance et pouvoir. Ce qu'on sait, c'est que Yoshitsune finit par entrer en conflit avec son demi-frère, alors même qu'il a largement contribué à ses victoires. Yoritomo, qui brandit son autorité, supporte de moins en moins l'écart de ce frère cadet devenu immensément populaire. Et c'est là que l'histoire devient tragique. Parce que Yoshitsune n'est pas détruit par les Taira, il est détruit par le camp qui l'a aidé. La chute. Déclaré ennemi, poursuivi, traqué, Yoshitsune doit fuir. L'homme qui a contribué à changer le Japon redevient soudain un exilé. Presque un fantôme vivant. Il cherche encore un refuge, une nouvelle fois Izezumi auprès de Fujiwara no Hidehira, qu'il l'avait autrefois accueilli. Pendant un moment, il semble encore protégé, mais le temps joue contre lui. Quand Hidehira meurt, son successeur, Fujiwara no Yoshihira, subit la pression de Yoritomo, et cette pression devient une condamnation. Yoshitsune est finalement encerclé à Komorogawa en 1189. La fin approche. Et avec elle, l'une des épisodes les plus célèbres et les plus sombres de toute la tradition japonaise. Benkei, la fidélité jusqu'à la mort. Au moment du siège final, la tradition raconte que Benkei protège l'entrée pour laisser à son maître
le temps de se préparer à mourir. Il affronte les assaillants encore et encore jusqu'à succomber. Debout, cette image a traversé les siècles, Manqué criblé de coups. Toujours droit, toujours fidèle, refusant de tomber, même dans la mort. À l'intérieur, Yoshitsune comprend que tout est terminé. Et il n'y a plus d'échappatoire, plus de victoire possible, plus de retour. Et c'est là que se referme la tragédie. La mort de Yoshitsune. En 1189, Koromogawa, Yoshitsune meurt acculé. Les sources retiennent qu'il est forcé au suicide dans sa dernière retraite, mettant fin à une vie aussi brève que fulgurante. Il n'avait qu'une trentaine d'années. L'homme qui avait mené certaines des campagnes les plus décisives de son époque, l'un des plus grands guerriers du Japon, n'a survécu qu'un peu plus de 30 ans. Et pourtant, cette vie courte aurait suffi pour transformer un simple chef militaire en légende nationale. Yoshitsune fascine autant parce qu'il cumule tout ce qui forge un mythe. Il est noble mais détrôné, prodigieux mais isolé, victorieux mais rejeté, loyal à son clan mais condamné par son propre sang. Et surtout, il meurt jeune, au moment où son image est encore intacte. Au Japon, il est devenu l'archétype du héros tragique. Pas seulement un samouraï célèbre, un homme qui le talent n'a pas suffi. Un homme que la gloire a sauvé, puis condamné. C'est aussi pour ça qu'autour de lui, les récits ont explosé. Le peuple ne s'est pas contenté de l'histoire, il a voulu plus. Il a voulu du miracle, de la magie, du surnaturel, de l'impossible. Alors on lui a donné les Tengu, on lui a donné Benkai, on lui a donné des rumeurs de survie, des fins alternatives, des récits où il échappe à la mort. Comme si une figure pareille ne pouvait pas disparaître comme un simple homme. Et au fond, c'est peut-être ça la vraie force de Yoshitsune, parce qu'il n'est ni un monstre, ni un esprit, ni une créature maudite. Il est pire que ça d'une certaine manière, il est humain. Un humain exceptionnel, oui, mais un humain rattrapé par la politique, la peur, la jalousie et la trahison. Son histoire nous rappelle qu'au Japon, certaines figures historiques finissent par entrer dans le même espace que les légendes. Pas parce qu'elles sont irréelles, mais parce que leur vie dépasse ce qu'on attend du réel. Yoshitsune n'est donc pas un yokai, c'est un homme mythique. Et franchement, c'est peut-être pour ça que son histoire est encore plus marquante que celle de certains monstres. Parce qu'un démon, on s'attend à le craindre. Mais un homme trahi par son propre frère, après avoir changé le destin d'un pays, c'était une horreur bien réelle. Et si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à me dire en commentaire, est-ce que pour toi Yoshitsune est un héros ou une victime d'un destin écrit d'avance ?